En effet, leur deuil et leur tristesse, d'abord parce qu'il y a 3 morts et des gens qui sont blessés, peut-être qui luttent pour leur vie, là, on ne peut qu'avoir une pensée pour eux, pour leurs proches. Ça, c'est individuellement, mais au-delà, oui, il y a cette tragédie des Kurdes. C'est une nation qui n'a jamais eu d'État et pour laquelle on peut avoir beaucoup de sympathie. C'est mon cas. En plus, c'est vraiment une communauté très attachante quand on les connaît, quand on fréquente leur commerce, etc. Ce sont des gens particulièrement ouverts qui généralement manifestent leur reconnaissance pour la France. Donc ça, oui, bien sûr. Et il faut distinguer donc la sympathie, le fait de souffrir avec eux, de ce qu'ils ont subi et de leur sort collectif, et ce qu'on a vu hier, et je ne peux rejoindre que ce qu'a dit Elisabeth Lévy, c'est-à-dire que c'est pas une façon de manifester sa reconnaissance pour un pays qui vous accorde l'asile, qui vous protège. Et c'est pas une façon non plus d'exprimer sa reconnaissance pour un pays qui vous a livré des armes, qui vous a aidé au plan logistique, etc. Parce qu'il y a aussi des forces spéciales françaises qui étaient parmi eux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et la France, finalement, on accepte des choses qui sont inacceptables. Ouais, Sur cet aspect, imaginez que vous ayez affaire à un raciste. Alors, les racistes, par définition, sont de sombres imbéciles. Mais, grosso modo, cet homme, même s'il est un peu foutraque, dit son père, isolé, etc., il a forcément vaguement entendu parler des Kurdes. Il a vaguement entendu parler probablement du fait que les Kurdes ont été des fers de lance pour détruire Daesh. Il sait que les femmes kurdes sont très rarement voilées, voire pas du tout, ce sont des gens extrêmement laïques. Et il veut s'en prendre à des étrangers en France. Que fait-il? D'abord, il se rend dans un quartier qui est vraiment visiblement tenu par les Turcs parce qu'il n'y a que des commerçants turcs, etc., kurdes, pardon, dans la rue. Et il va pile à l'heure où il y a cette réunion, la veille d'une manifestation, et la première personne qu'il abat, c'est une femme sans voile, devant ce centre communautaire, qui est en plus une des responsables. Donc effectivement, vous vous mettez dans la tête de ces militants kurdes, ça devient fou. Après, est-ce que c'est fou d'imaginer que cet homme ait pu être manipulé par une puissance étrangère, et ça prendrait alors une dimension géopolitique? Vous savez, Anthony, ce que disait Michel Rocard au sujet des complots, il disait, écoutez, en général, pour faire un complot et pour réussir un complot, ça demande des gens extrêmement intelligents, extrêmement organisés. C'est très rare qu'on rencontre des gens aussi organisés, aussi intelligents. Donc la plupart du temps, quand vous avez un complot, c'est probablement plutôt de la bêtise qu'un complot. Donc les complots sont réels, sont très rares. Mais ils existent. Celui qui a mis le feu au Reichstag était soi-disant un Hollandais communiste. En réalité, on sait que c'est le régime d'Adolf Hitler qui était derrière. Donc il existe parfois des manipulations et des coups tordus organisés par des services de renseignement, c'est possible. Là, qu'est-ce qu'il pourrait s'agir manifestement, ce Français de 69 ans est un personnage épouvantable, un raciste, il est incarcéré. De là à penser que les services turcs l'aient pu l'approcher en prison à travers des gens qui eux-mêmes étaient incarcérés et qui l'ont armé d'une certaine façon et qui ont donné à sa folie raciste une cible qui les intéressait eux, oui, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais on n'en est pas là et on ne va pas spéculer. Simplement, ce que je voulais souligner, c'est que si on se met à la place des Kurdes, effectivement, le hasard est absolument incroyable. Et donc, eux, ils sont dans un combat terrible et ils se sont enflammés. Mais il n'en reste pas moins que c'est inacceptable. Et que finalement, si on prend du recul, on se rend compte qu'une immigration, essentiellement une immigration d'hommes jeunes, musulmans, à raison de centaines de milliers tous les ans, depuis des décennies en France, qui ne peut pas et qui ne veut pas être arrêté par nos autorités, ça amène quoi? Comme le disait Pierre Brochand, l'ancien patron de la DGSE, ça amène on pensait les luttes religieuses en France stoppées après 1905, elles se rallument. On pensait finalement le ressentiment colonial stoppé après 1962, l'indépendance de l'Algérie, il se rallume. On pensait des tensions raciales dans notre pays terminées, en tout cas après 1945. Même ça ne peut pas justifier la xénophobie. Il ne s'agit pas de justifier la xénophobie. Il s'agit simplement de montrer que des dynamiques de tension à l'intérieur de la société se mettent en branle à notre corps défendant. C'est des mouvements collectifs auxquels on ne peut pas contrôler. Et ajouter, Pierre Brochand, cerise sur le gâteau, cette immigration puissante, elle va en plus déclencher des tensions intercommunautaires.
Autrement dit, non seulement les nouveaux arrivants vont avoir du mal à s'installer dans la société française, ils vont créer des tensions, mais en plus, ils vont se détester entre eux. Alors effectivement, on a bel et bien vu des Maghrébins et des Tchétchènes se battre à Dijon. On a vu récemment à Montpellier des gens du voyage qui subissaient une opération punitive de Maghrébins à Montpellier. Et on a déjà vu sur notre territoire des extrémistes de droite turcs, des loups gris, attaquer des Kurdes.